D'où venons-nous et comment en sommes-nous arrivés à organiser notre société autour du capitalisme? Aujourd'hui, la plupart de nos ressources, qu'il s'agisse de nourriture, de terre ou de travail humain, s'échangent contre de l'argent, et nous appelons ces échanges le marché. Au cœur de ce système, on trouve différents acteurs, comme les capitalistes qui possèdent les moyens de production, et les travailleurs qui produisent des biens et des services. Dans nos économies modernes, les frontières entre ces rôles sont plus floues qu'avant, car les travailleurs peuvent posséder une partie des entreprises, faisant d'eux des actionnaires, et il existe également les entrepreneurs et les coopératives, qui jouent un rôle dans cet écosystème complexe. Le capitalisme n'est pas un complot ou une idéologie politique, c'est avant tout un mode d'organisation de l'économie. Et de nos jours, il est tellement dominant qu'on a parfois du mal à imaginer autre chose. Pourtant, chaque société, qu'elle soit capitaliste ou non, doit relever le même défi. Comment nourrir et habiller tout le monde? Au fil de l'histoire, l'humanité s'est débrouillée pour surmonter le défi de la rareté et les solutions n'ont pas toujours été les mêmes. Mais elles ont toutes façonné l'économie à leur manière. Alors, par où tout ça a-t-il commencé? Et si mieux comprendre nos origines économiques nous aidait à mieux anticiper notre avenir? Si on remonte à l'aube de l'humanité, il n'existait pas d'économie comme on l'entend aujourd'hui. Le principal problème, c'est trouver à manger. Les hommes et les femmes passaient la plupart du temps à chasser et cueillir, et dépendaient directement de la nature. Mais peu à peu, ils ont appris à dompter leur environnement, notamment grâce à la maîtrise du feu, qui a permis de cuire les aliments et de créer des nouveaux outils. C'était déjà un grand pas, mais un bouleversement majeur allait tout changer, et il est apparu il y a plus de 10 000 années. Le plus grand tournant de l'histoire économique a eu lieu quand certains groupes d'humains ont compris comment domestiquer des plantes et des animaux. Ce moment, c'est l'invention de l'agriculture. Résultat, plus besoin de se déplacer en permanence pour chercher de quoi manger. Nos ancêtres ont commencé à s'installer durablement sur un même territoire et à former des petits villages qui sont ensuite devenus de grandes cités. À force de perfectionner leurs techniques, les agriculteurs ont commencé à produire plus qu'il ne leur fallait pour survivre. Ainsi, de plus en plus de gens n'avaient plus besoin de cultiver leur propre nourriture. Et c'est là qu'a pu émerger les premiers systèmes économiques complexes, comme en Mésopotamie, qui comptait un nouveau type de gens, les rois, qui régnaient sur les cités, et les prêtres, en charge des temples. Pour gérer efficacement l'échange de biens et de nourriture, il fallait un nouveau moyen de s'y retrouver. Et ce moyen, c'est l'écriture. D'ailleurs, parmi les plus vieux écrits que l'on a retrouvés en Mésopotamie, on trouve justement des listes de livraisons de récoltes. Les siècles ont passé, et de partout, de grandes civilisations ont vu le jour. En Égypte, en Inde, en Chine, jusqu'à l'apparition de la civilisation grecque, qui est devenue le foyer d'une réflexion bien plus profonde sur ce que signifie être un humain vivant dans une société. Et ça tombe bien, car c'est exactement le genre de questions qu'on se pose sur cette chaîne. L'un des tout premiers poètes grecs, Hésiode, a énoncé une des premières réflexions de la science économique. Les dieux ont caché aux hommes l'aliment de la vie. En clair, la nourriture ne tombe pas du ciel. Pour manger, il faut faire pousser le blé, le moissonner, le broyer et transformer la farine en pain. L'humanité doit travailler pour survivre. La Grèce antique va aussi voir naître l'ancêtre de tous les penseurs occidentaux, Socrate, et plus tard son élève, un des philosophes les plus influents de l'histoire, Platon. À cette époque, il n'existait pas de nation comme aujourd'hui, mais un ensemble de cités-États comme Athènes ou Sparte. C'est dans ce contexte que Platon va s'exercer à imaginer une cité idéale, où l'autorité des dirigeants serait très organisée, et où le marché, donc l'achat et la vente de nourriture ou de main-d'œuvre, n'aurait qu'une place limitée. Prenons le travail. De nos jours, on le conçoit souvent comme une forme de choix individuel. Quelqu'un peut décider de devenir graphiste, car il aime la création visuelle, ou professeur, parce qu'il aime transmettre son savoir. Mais dans la cité idéale de Platon, la place de chacun est prédéterminée selon ses aptitudes naturelles. Il imagina une structure stricte en 3 classes. La plupart des gens, dotés d'une âme de bronze et de fer, travaillent la terre et produisent les biens nécessaires à la cité. Au-dessus, les gardiens, à l'âme d'argent, protègent la cité et maintiennent l'ordre. Enfin, au sommet, trônent les dirigeants, un groupe de philosophes rois, des hommes à l'âme d'or. Platon se méfie particulièrement de la richesse, qu'il voit comme une tentation risquant de corrompre les dirigeants et de provoquer des tensions entre riches et pauvres. Pour éviter que l'argent ne prenne trop d'importance, il propose d'empêcher les gardiens et les dirigeants de posséder quoi que ce soit de privé. Ils vivraient ensemble, partageraient leurs biens, et même leurs enfants, qui seraient élevés par la communauté plutôt que par leurs parents. C'était pour lui la manière de prévenir les intérêts et la jalousie.
On pourrait dire que cette vision va très loin, voire qu'elle fait penser à certaines idées modernes. Est-ce que ça vous fait penser à une idéologie qu'on entend encore aujourd'hui? Platon fonda l'Académie, une école de philosophie que rejoindra plus tard Aristote, une autre grande figure de la pensée occidentale. Aristote remet en question la vision utopique de Platon. Selon lui, Platon ne tient pas en compte de la nature humaine. Les gens aiment posséder des biens. Bien sûr, certains jalouseront les possessions des autres et se battront pour les obtenir. Mais s'ils partageaient tout, ils finiraient probablement par se battre encore plus. Mieux vaut laisser les gens détenir leurs biens, car ils en prendront le plus grand soin et il y aura moins de disputes pour savoir qui contribue le plus au pot commun. Aristote a aussi décrit les bases de l'économie, l'échange de biens et l'usage de la monnaie. Imaginez, vous êtes apiculteur et vous produisez du miel. Si vous voulez une paire de chaussures, vous pouvez aller voir un cordonnier et échanger une partie de votre miel. Mais imaginez devoir vous trimballer vos pots de miel de partout en espérant tomber sur un cordonnier qui à ce moment précis veut du miel contre des chaussures. C'est bien compliqué. Et pour se faciliter la vie, on s'est mis d'accord pour désigner un objet, souvent de l'or ou de l'argent, qui sert de référence universelle, en donnant une valeur à chaque bien ou service. En plus de pouvoir transférer de la valeur de manière simple, on gagne en liberté temporelle. Grâce à la monnaie, plus besoin de chercher quelqu'un qui échange directement miel contre chaussures. On peut vendre le miel aujourd'hui et garder les pièces pour acheter des chaussures le lendemain. Ça paraît simple, mais c'est au temps de la Grèce antique que la monnaie a réellement pris son essor. Pour Aristote, il est naturel qu'un foyer produise du miel, en revende une partie et utilise la monnaie pour acheter ce dont il a besoin. En revanche, si ce foyer réalise qu'il peut gagner plus d'argent que nécessaire en vendant son miel plus cher que son coût de production, alors il peut finir par produire exclusivement dans le but de faire un profit. C'est ce qu'on appelle le commerce, acheter et vendre dans le but de gagner de l'argent. Aux yeux d'Aristote, c'est une activité non naturelle, car on gagne de l'argent aux dépens des autres, souvent en fixant des prix plus élevés. Aujourd'hui, nous savons que la recherche de profit et la concurrence peuvent être bénéfiques pour la société. Mais à l'époque, les marchés étaient bien plus petits et moins organisés, limitant les avantages d'une concurrence équilibrée. Aristote distingue deux types de richesses, celle qui couvre les besoins réels, comme manger ou se loger, et celle qui sert à l'accumulation sans fin. La première a une limite naturelle. Une fois que vous avez suffisamment pour survivre, vous n'avez pas besoin de produire plus. En revanche, il n'y a aucune limite à l'accumulation sans fin. On peut théoriquement vendre encore et amasser toujours plus. Pour Aristote, cette soif infinie d'argent menace la vertu et la sagesse. Il dira, en somme, la richesse donne des mœurs d'un insensé heureux. Il condamne aussi l'idée de prêter de l'argent contre un intérêt, considérant que l'argent lui-même ne doit pas faire de l'argent. Comme on le verra dans de prochaines vidéos, cette critique aura pendant des siècles une influence considérable sur la pensée économique. Malgré les critiques de Platon et Aristote envers l'amour de l'argent, les Grecs ont continué à développer le commerce, notamment en exportant de l'huile d'olive, des céréales et bien d'autres marchandises autour de la Méditerranée. Les échanges n'ont fait que s'élargir, notamment grâce à l'élève le plus célèbre d'Aristote, Alexandre le Grand, dont les armées ont conquis une majeure partie du monde accessible, propageant la culture grecque dans un vaste empire. C'est sur cette base simple, produire, échanger et vendre, que des économies comme celle de la Grèce et plus tard Rome ont prospéré. Pourtant, avec l'effondrement de l'Empire romain, le commerce à grande échelle se désagrège peu à peu. Pendant plusieurs siècles, les communautés se replient sur elles-mêmes, préférant cultiver leurs propres ressources au lieu de les acheter et de les vendre. Les villes rétrécissent, les routes commerciales se vident et même les imposantes constructions romaines finissent abandonnées. L'unité romaine s'efface, laissant place à un patchwork de petits seigneurs locaux. Dans ce chaos, un nouveau dénominateur commun apparaît, la foi chrétienne. Mais alors, à quoi allait ressembler l'économie perpétuée par les moines chrétiens ? Comment l'économie de Dieu va-t-elle façonner l'organisation sociale et économique pendant des siècles ? Je vous propose de le découvrir dans une prochaine vidéo, alors pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.